Les décennies d'instabilité. Les décennies d'instabilité, d'occupation et de méfiance. De nations voisines, de chemins tourmentés. Et les premières tensions après la séparation. Après la proclamation d'indépendance de la République dominicaine en 1848. La paix ne fut pas immédiate. Le président haïtien Charles Rivière Erhardt, puis plus tard Faustin Soulouque, refusèrent d'accepter la perte du territoire oriental. Pour eux, l'île devait rester une et indivisible, héritage du rêve de Toussaint Louverture et de Boyer. Entre 1844 et 1846, Haïti lança plusieurs campagnes militaires pour tenter de reprendre le contrôle de l'Est. Mais les Dominicains, menés par Pedro Santa et Ramon Mella, résistèrent farouchement. Ces guerres frontalières, souvent meurtrières, consolidèrent la peur et la méfiance entre les deux peuples. À chaque attaque haïtienne, les Dominicains voyaient renaître le spectre de l'occupation passée. Et chaque échec d'Haïti affaiblissait un peu plus le pays déjà épuisé. Ras de nations en quête d'identité. Pendant que les canons se taisaient, les deux jeunes États se débattaient dans le chaos politique. Haïti, isolé diplomatiquement et économiquement, multipliait les révoltes, les coups d'État et les luttes de pouvoir. De 1844 à 1915, le pays connut près de 30 présidents, la plupart renversés par la force. Les divisions entre le Nord et le Sud, entre les élites et le peuple, entre les mulâtres et les Noirs fragilisèrent la nation. Pour survivre, Haïti s'endetta encore davantage, notamment auprès des banques étrangères. À l'Est, la République dominicaine n'était pas plus stable. Dès 1849, le président Pedro Santana chercha à se placer sous la protection d'une puissance étrangère. En 1841, il alla jusqu'à rétablir la souveraineté espagnole sur son pays, espérant y trouver la sécurité. Mais ce retour de la domination coloniale souleva la colère du peuple. Une guerre d'indépendance éclata à nouveau. Et en 1805, la République dominicaine recouvra sa liberté. Mais comme Haïti, elle restait fragile, appauvrie et divisée. Veuve des voisins sous influence étrangère. Au tournant du XXe siècle, les États-Unis commencèrent à s'intéresser de très près à la région des Caraïbes. Washington voyait Hispaniola comme un point stratégique pour protéger ses routes commerciales et son futur canal de Panama. En 1915, après l'assassinat du président haïtien Wilbrahim Sam, les marines américains débarquèrent à Port-au-Prince. Ils occupèrent Haïti pendant 19 ans, jusqu'en 1917. Le pays fut placé sous tutelle. Les finances, les douanes et même la gendarmerie passèrent sous contrôle américain. Cette occupation modernisa certaines infrastructures, mais humilia profondément le peuple haïtien. Elle rappela à tous que la liberté conquise en 1904 pouvait être trahie sans canon ni chaîne. 3 ans plus tard, en 1916, les États-Unis occupèrent aussi la République dominicaine. Là encore, l'armée américaine prit le contrôle du pays jusqu'en 1924. Les Dominicains, eux aussi, virent leur souveraineté piétinée. Mais contrairement à Haïti, l'occupation américaine laissa derrière elle une armée dominicaine bien structurée, qui allait bientôt servir les ambitions d'un homme, Rafael
Rafael Leonidas Trujillo. Vie, deux pays, deux trajectoires opposées. Lorsque les Américains quittèrent Hispaniola dans les années 1930, les deux nations se trouvaient à des stades très différents. En Haïti, le président Sténio Vincent tenta de restaurer la dignité nationale, mais le pays demeurait pauvre, rural, avec une économie contrôlée par les élites. Les campagnes manquaient d'écoles, de routes, de soins. Le créole restait la langue du peuple, le français celle du pouvoir. Malgré la fierté de son histoire, Haïti sombrait dans un cycle de stagnation économique et de dépendance extérieure. En République dominicaine, au contraire, un nouvel homme fort émergeait. Rafael Leonidas Trujillo Molina, ancien chef de la garde nationale formé par les Américains. En 1930, il prit le pouvoir et instaura l'une des dictatures les plus dures et les plus longues de l'histoire latino-américaine. Trujillo voulait moderniser le pays, mais surtout purifier son image raciale et renforcer un nationalisme farouche. Pour lui, la République dominicaine devait être blanche, catholique et hispanique, tout l'opposé d'Haïti. Les tensions frontalières et la politique de dominicanisation. Trujillo lance un vaste programme de contrôle de la frontière. Il fit construire des routes, des avant-postes militaires et ordonna le recensement des populations haïtiennes vivant dans les zones rurales de l'Ouest dominicain. Beaucoup d'Haïtiens traversaient la frontière pour travailler dans les plantations de canne à sucre ou dans les champs. Leur travail, dur et mal payé, profitait à l'économie dominicaine. Mais pour Trujillo, leur simple présence était une menace pour la pureté de la nation. Il commença à répandre une propagande haineuse. Selon lui, Haïti représentait la misère, le chaos, le danger noir. Cette idéologie raciste allait bientôt déboucher sur l'un des épisodes les plus sombres de l'histoire de l'île, sur le massacre du Persil. En octobre 1932, Trujillo ordonna l'exécution systématique des Haïtiens vivant dans la région frontalière du nord-ouest dominicain. Les soldats recevaient un ordre simple. Tuer quiconque ne pouvait pas prononcer correctement le mot espagnol perejil, persil. Les Haïtiens parlant créole disaient souvent pejejil ou pelezil, ce qui les trahissait. En quelques jours, entre 15 000 et 30 000 personnes furent massacrées. Hommes, femmes, enfants, paysans sans défense. Le sang coula dans les rivières. Certains furent tués à la machette pour économiser les balles. Des familles entières furent effacées. Le monde entier resta silencieux. Sous pression internationale, Trujillo finit par accepter de payer à Haïti une indemnisation dérisoire de $750 000. Dont à peine une fraction fut versée aux familles des victimes. Mais aucune justice réelle ne fut rendue. Ce massacre, connu comme El Corte, ou le massacre du Persil, laissa une cicatrice éternelle entre les deux nations. Les cicatrices du Nil. Ce drame marqua la fin d'un siècle d'instabilité et le début d'un long silence. Les Haïtiens portèrent la douleur du massacre comme une blessure nationale. Les Dominicains, eux,
furent forcés de vivre sous un régime de peur et de propagande, où la vérité ne pouvait être dite. Mais au fond des villages, sur les deux côtés de la frontière, les familles endeuillées se souvenaient. Ce qui aurait pu être une frontière de coopération devint une ligne de séparation identitaire. D'un côté, un peuple noir fier de son indépendance mais appauvri. De l'autre, un peuple qui se croyait blanchi par la culture espagnole, mais vivant dans l'ombre d'un dictateur. Haïti et la République dominicaine, deux faces d'une même montagne, venaient de refermer la porte du dialogue. Une méfiance séculaire venait de s'installer, et son écho résonne encore aujourd'hui.